Je m'appelle Evelyn Carter. J'ai 58 ans, je vis seule dans un petit appartement à Glendale et je nettoie les maisons des autres depuis 15 ans. Je n'ai pas toujours été femme de ménage. Il fut un temps où j'étais Madame Thomas Carter, épouse d'un conseiller financier prospère, mère de 2 enfants brillants et la femme qui tenait la maison comme une horloge. Mais c'était il y a longtemps. Le mois dernier, de nulle part, j'ai reçu un SMS de mon fils Brandon. Il disait simplement: « Maman, j'organise un dîner pour mon anniversaire le week-end prochain. Peux-tu venir samedi à 19h ?» Brandon ne m'avait invité à rien depuis des années. Ces célébrations d'anniversaire se déroulaient généralement à Aspen ou à Cabo, ou dans un complexe de luxe que je ne pouvais pas prononcer, et encore moins me payer. J'envoyais toujours une carte avec un modeste cadeau à l'intérieur, un geste rarement reconnu. Mais cette invitation était différente. J'ai répondu immédiatement: « J'adorerais. Qu'est-ce que je dois apporter ?» Il a répondu: « Juste toi. 124 Mulholland Drive. » Bien sûr. Brandon et sa femme Amber avaient récemment acheté une maison dans les Hollywood Hills. Je n'avais vu que des photos sur Instagram, d'élégants murs de verre, des lignes épurées et des vues à $1 million sur la ville en contrebas. C'était le genre de maison que j'avais nettoyée auparavant, mais dans laquelle je n'étais jamais entrée en tant qu'invitée. Toute la semaine, je me suis inquiétée de savoir quoi porter, comment me comporter. J'ai opté pour une simple robe noire que j'avais portée une fois aux funérailles d'un client. C'était la plus belle chose que j'avais. Je me suis fait couper et coiffer les cheveux au centre commercial, rien d'extravagant. J'ai même acheté un petit cadeau, un cadre en argent que j'ai trouvé dans une boutique d'antiquités, à l'intérieur, une photo de Brandon enfant construisant des châteaux de sable sur la plage. Ça avait toujours été son endroit le plus heureux. Samedi, j'ai pris le bus aussi loin que possible, puis j'ai appelé un service de covoiturage pour me conduire le reste du chemin dans les collines sinueuses. Le chauffeur m'a regardé avec méfiance alors que nous passions devant des rangées de maisons de luxe. « Grande fête ?» a-t-il demandé. J'ai souri doucement. C'est l'anniversaire de mon fils. Il vit ici. La maison était encore plus extravagante en personne, baies vitrées du sol au plafond, aménagement paysager design et une longue allée circulaire remplie de voitures chères. J'ai à peine eu le temps de reprendre mon souffle lorsque la porte d'entrée s'est ouverte en grand. Là se tenait Brandon, grand, posé, vêtu d'un costume bleu marine qui le faisait ressembler à son père. « Maman, » dit-il, la voix illisible. « Tu as réussi à venir. » J'ai avancé pour le serrer dans mes bras, mais il n'a pas rendu le geste. Au lieu de cela, il s'est écarté et m'a fait signe d'entrer. « Tout le monde est au bord de la piscine, » dit-il. « Tout le monde ?» demandai-je, soudain nerveuse. Il acquiesça. Juste quelques amis du travail. La famille d'Amber. Papa et Heather aussi. J'ai dégluti. Je n'avais pas vu Thomas ni sa nouvelle femme depuis des années, pas depuis le mariage de Sophie, où ils étaient assis à la table d'honneur pendant que j'étais cachée près de la cuisine avec des parents éloignés. J'ai forcé un sourire. Oh, c'est bien. Je ne savais pas qu'il serait là. Brandon haussa les épaules. Papa a aidé avec l'acompte pour la maison. Il voulait la voir. Bien sûr qu'il l'avait fait. Bien sûr qu'ils l'avaient tous fait. Mais personne n'avait pensé à demander ce que je voulais, ou ce que je ressentirais. Pas même mon fils. Marcher dans la maison de Brandon, c'était comme entrer dans un autre monde. Mobilier moderne, art abstrait au mur, plafond si haut qu'il semblait gratter le ciel. Je l'ai suivi sur des sols en marbre poli et des escaliers en verre, mes chaussures pratiques faisant un léger clic sous moi. Je ne pouvais m'empêcher de me souvenir de la vie que je menais autrefois. J'ai rencontré Thomas Carter quand j'avais 19 ans, servant des tables tout en suivant des cours au collège communautaire. Il était charmant, bien habillé et avait 10 ans de plus. Quand il m'a demandé en mariage seulement 6 mois plus tard, j'ai pensé que j'avais été sauvée d'une vie d'épuisement et de maigre pourboire. Nous nous sommes mariés rapidement. 1 an plus tard, Brandon est né, 2 ans plus tard, Sophie est arrivée. Pendant près de 2 décennies, j'ai été la femme derrière l'homme, l'organisatrice, la soignante, l'hôtesse de chaque dîner, de chaque réunion de l'association des parents d'élèves, de chaque photo de famille.
J'ai mis de côté mes propres rêves de terminer mes études, de travailler dans la défense des organisations à but non lucratif, parce que quelqu'un devait maintenir la famille unie, et j'étais douée pour ça. Je pensais que Thomas l'appréciait. Je pensais que les enfants se sentaient en sécurité grâce à cela. Puis, un après-midi, il est rentré à la maison et m'a dit qu'il partait. Il y avait quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui le faisait se sentir à nouveau vivant. Il a déménagé le lendemain. Je n'étais pas seulement navrée, j'étais anéantie. La maison, la voiture, le compte d'épargne. Thomas s'était protégé avec l'aide de son avocat coûteux. Le mien, fourni par une référence à bas prix, n'a pas fait le poids. L'accord a été brutal. La pension alimentaire pour enfants couvrait à peine la nourriture, et la pension alimentaire avait disparu avant que je puisse reprendre mon souffle. J'avais 43 ans, pas de diplôme, pas d'antécédents professionnels récents et 2 adolescents qui me reprochaient d'avoir chassé papa. Tu t'es laissé aller, m'a lancé Sophie une fois lors d'une dispute. Pas étonnant qu'il soit parti. Je pesais le même poids que le jour de notre mariage, mais Thomas avait réécrit l'histoire et mes enfants avaient cru sa version. J'ai trouvé du travail en nettoyant des maisons par le biais d'une agence. Le travail était dur, les heures longues, mais ça payait assez pour nous maintenir dans le district scolaire. Avec le temps, j'ai créé ma propre liste de clients privés. Certaines des maisons que je nettoyais appartenaient à d'anciennes connaissances, des femmes qui m'invitaient autrefois à des déjeuners de charité quand j'étais Madame Carter. Maintenant, elles laissaient des listes de tâches sur des comptoirs en marbre et m'appelaient Evelyne, comme si j'étais l'employée. Brandon est entré à UCLA avec une bourse. Sophie est allée dans une école de marketing privée à Chicago. Ils se sont tous les deux bien mariés, ont tous les deux construit des carrières réussies et se sont tous les deux éloignés de plus en plus de moi. Maintenant, ils appellent rarement, à moins d'avoir besoin de quelque chose. Pendant ce temps, je vis dans un modeste appartement d'une pièce. Tout ce que je possède a une histoire, une lampe d'une friperie, une chaise d'une vente de succession, une étagère que j'ai construite moi-même. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi, et personne ne peut me l'enlever à nouveau. Le jardin était rempli du son de jazz doux et du tintement des verres. Environ 20 invités se mêlaient autour de la piscine à débordement, tenant des coupes de champagne et riant dans leurs élégantes tenues de cocktail. La ville de Los Angeles brillait en dessous de nous comme une carte postale. Je suis restée là un moment, agrippant le petit sac cadeau, ne sachant pas où aller. Amber, la femme de Brandon, a salué de l'autre côté de la piscine. Elle était élégante comme toujours dans une robe rouge de créateur qui lui allait comme un gant. Evelyne, quelle surprise, dit-elle en m'embrassant légèrement la joue. Une surprise, demandai-je. Brandon ne t'a pas dit que je venais? Elle sourit, un peu trop tendue. Bien sûr que si. J'ai tendu le cadeau à Brandon. Joyeux anniversaire, chérie. Il l'a pris sans l'ouvrir. Merci, maman. Je vais le mettre à l'intérieur. Il se retournait déjà avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre. J'ai cherché Sophie dans la foule, mais elle n'était pas là. Je ne l'avais pas vue depuis des mois. Elle avait annulé nos 3 derniers déjeuners, le travail, la famille de son mari ou un rhume de dernière minute. J'ai bu une gorgée du verre de vin que Brandon m'avait donné, essayant d'empêcher mes mains de trembler. Je suis restée seule au bord de la terrasse, feignant d'admirer la vue. Les lumières de la ville étaient impressionnantes, mais elles ne réchauffaient pas le vide dans ma poitrine. Henri apparut derrière moi, toujours aussi soigné, ses cheveux argentés brillant sous les lumières de la terrasse. « Evelyne, dit-il, la voix toujours basse et douce. Tu as l'air bien. »« Toi aussi, » répondis-je. Puis vint Heather, sa femme depuis 15 ans. Elle sourit avec le genre de sourire qui n'atteint pas les yeux. « Tu travailles toujours avec l'entreprise de nettoyage ?» J'acquiesçai. « Oui, les affaires sont stables. » Il y eut une pause, inconfortable et dense. J'ai demandé des nouvelles de Sophie. « Ils sont à Paris cette semaine, » répondit Brandon nonchalamment, nous rejoignant à nouveau. « Fashion Week, des trucs de travail. » Paris. Sophie n'avait pas mentionné Paris lorsqu'elle avait annulé notre déjeuner la semaine précédente. J'ai eu la gorge nouée, mais je me suis forcée à sourire. C'est merveilleux pour elle. Je voulais partir.
Je n'appartenais pas à ce monde. Leur rire sonnait différemment maintenant, plus cassant, plus creux. Le langage de la richesse avait changé mes enfants, les avait transformés en étrangers. Pour eux, je n'étais plus une mère, j'étais un souvenir qu'ils ne voulaient pas encadrer. J'ai fini mon vin en silence, debout comme un ornement que personne n'avait demandé, et j'ai attendu assez longtemps pour être poli avant de me faufiler à l'intérieur de la maison, cherchant des toilettes, cherchant un moment seul pour respirer. Le couloir était silencieux, refroidi par la climatisation centrale et l'absence de bienvenue. J'ai erré lentement, en faisant attention de ne rien déranger, jusqu'à ce que je tombe sur ce qui ressemblait à un bureau à domicile. C'était minimaliste, bureau en verre, fauteuil en cuir, quelques sculptures de bon goût. Tout dans cette pièce avait un prix que je ne pouvais même pas commencer à payer. J'étais sur le point de faire demi-tour lorsque j'ai remarqué une photo encadrée sur le bureau. Je l'ai prise, m'attendant à voir une photo de famille, peut-être même la photo de la plage que je lui avais offerte plus tôt. Mais non. Le cadre contenait une photo de Brandon, Sophie, Henry et Heather posant à côté d'un luxueux sapin de Noël. Ils avaient l'air parfait, soigné, complet. Je n'y étais pas. Mes mains tremblaient alors que je reposais la photo. Le message était clair, je ne faisais pas partie de la famille dont ils voulaient se souvenir. J'ai entendu des voix venant du couloir et je suis sortie, heurtant presque un groupe de jeunes gens. Des amis de Brandon, je suppose. Désolé, murmurai-je en essayant de passer. L'un d'eux m'a regardé et s'est tourné vers Brandon, qui venait de les rejoindre. C'est ta mère? Celle dont tu nous as parlé? Le sourire de Brandon se crispa. Oui, dit-il. C'est ma mère, Evelyn. J'ai tendu la main. Enchanté de vous rencontrer. Le jeune homme la serra, sa poigne trop forte. Brandon nous a parlé de ton entreprise de nettoyage. Très entreprenant. Brandon força un rire. Elle fait ça depuis des années. Comment c'est? Demanda l'un d'eux. Nettoyer pour les riches et célèbres? Avant que je puisse répondre, Brandon intervint. Elle ne nettoie pas pour des célébrités ou quoi que ce soit, juste des maisons normales. J'ai retrouvé ma voix. En fait, beaucoup de mes clients sont assez connus. J'ai été dans plus de maisons d'Hollywood que certains cadres. Le visage de Brandon s'assombrit. Maman, n'exagère pas. Je ne le fais pas, dis-je calmement. J'ai construit une entreprise qui me fait vivre. C'est quelque chose dont je suis fière. Son ami a essayé de minimiser la chose avec un rire. Ma mère est comptable, super ennuyeux. Il n'y a rien d'ennuyeux dans le travail honnête, dis-je. La voix de Brandon baissa, juste assez fort pour qu'il l'entende. Elle nettoie parce qu'elle n'a jamais fini ses études. Elle n'a pas beaucoup d'options. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Je nettoie, dis-je, mon ton s'aiguisant, parce que lorsque votre père nous a laissés sans rien, j'ai dû trouver un moyen de vous maintenir, toi et ta sœur, à l'école. Je nettoie parce que ça m'a permis d'être présente quand vous aviez besoin de moi. Je nettoie parce que c'est un travail honnête, et je le fais bien. Le silence était douloureux. On peut ne pas faire ça maintenant, siffla Brandon. C'est mon anniversaire. Oui, répondis-je doucement. Et je me sens mal accueillie depuis que j'ai franchi la porte. Et c'est ainsi que le barrage en moi s'est rompu, non pas par colère, mais par clarté. Je me suis retournée, j'ai dépassé la piscine à débordement, Amber et ses invités de magazine, et je suis partie. Personne n'a essayé de m'arrêter. Devant la porte de Brandon, je me suis tenue sur le trottoir, mon sac à main serré contre moi, la ville s'étendant derrière moi. La maison brillait comme un monument à tout ce que j'avais autrefois perdu. J'ai appelé un service de covoiturage, je me suis glissée sur la banquette arrière et j'ai éteint mon téléphone alors qu'il vibrait de SMS. Je n'avais pas besoin d'excuses. Je ne voulais pas d'explications. À la maison, j'ai enlevé mes chaussures et me suis versé un verre de vin. Mon appartement était petit, mais il était calme, rempli de choses que j'avais choisies, pas de choses avec lesquelles je m'étais contentée. Et cette nuit-là, j'ai décidé quelque chose. Pendant 15 ans, je m'étais accrochée à une vérité si lourde qu'elle me déformait la colonne vertébrale, me gardait silencieuse, me gardait en train de me sacrifier. Mais plus maintenant.
Je suis allée à l'étagère et j'ai sorti un petit dossier caché à l'intérieur d'un livre de cuisine évidé. À l'intérieur se trouvait un nom et un numéro que je n'avais pas composé depuis plus d'une décennie. Je l'avais mémorisé une fois, au cas où je trouverais un jour le courage. Et maintenant, c'était le cas. L'homme qui a répondu au téléphone avait une voix comme de la pierre. « Worthington », dit-il. « Monsieur Worthington, c'est Evelyn Carter. Je pense qu'il est temps que nous ayons cette conversation. » Il n'a pas hésité. « Venez à mon bureau demain matin. » Lawrence Worthington était l'ancien associé de mon ex-mari. Des années auparavant, avant que tout ne s'effondre, Thomas et Worthington avaient construit ensemble une société financière. Mais lorsque les enquêtes fédérales ont commencé à fouiner, Thomas a sacrifié la réputation de Worthington pour se protéger. Worthington m'avait contacté discrètement après le divorce, m'avait dit qu'il avait des preuves que Thomas avait caché plus de 7 millions de dollars sur des comptes offshore pendant notre mariage, de l'argent qu'il aurait dû révéler dans l'accord. J'avais refusé de les utiliser. Je pensais que protéger Brandon et Sophie du scandale était plus important. Je pensais qu'en gardant le silence, j'étais noble. Mais le silence ne m'avait pas acheté la dignité. Il n'avait acheté que leur mépris. Le lendemain, le bureau de Worthington était tout ce que j'imaginais, bois poli, fauteuil en cuir, une vue sur la ville comme toile de fond d'un film. « J'ai tout gardé », dit-il en faisant glisser un épais dossier sur la table. La documentation, les numéros de compte. Il n'a jamais su que je les avais trouvés. J'ai ouvert le dossier. Tout y était, virements bancaires, sociétés écrans, relevés de banques dont je n'avais jamais entendu parler. 7 millions de dollars, et plus encore. De l'argent que Thomas avait volé, de l'argent pour lequel j'avais frotté des plaintes et des toilettes. « Que voulez-vous faire ?» demanda Worthington. J'ai fermé le dossier. Ma voix était calme, claire. Je veux justice. Pas seulement pour moi, mais pour la version de moi-même que j'ai enterrée il y a 15 ans. Cette nuit-là, j'ai dormi plus profondément que depuis des années, parce que les secrets pourrissent l'âme quand ils restent trop longtemps silencieux. Et le mien était enfin prêt à parler. La semaine suivante, je me suis déclarée malade à mes travaux de nettoyage, la première fois en 15 ans. J'avais du travail à faire, mais cette fois, c'était pour moi. Je suis entrée dans le bureau de l'avocat Mitchell Crane, un homme dont la réputation le précédait. Ses baies vitrées du sol au plafond donnaient sur Century City, et les fauteuils en cuir de sa salle d'attente coûtaient probablement plus cher que tout mon appartement. J'ai payé ses frais de consultation en espèces. Puis je lui ai remis le dossier. Il a examiné les documents lentement, son expression s'aiguisant. « Madame Carter, dit-il finalement. Vous avez un dossier solide. La fraude au divorce, surtout en Californie, peut rouvrir un accord à tout moment si vous pouvez prouver des actifs cachés. » Je peux, dis-je. C'est ce que c'est. Il acquiesça. Vous pourriez avoir droit à la moitié de la valeur de ces comptes, plus les pénalités. Et si nous allons plus loin, peut-être à une partie de tous les actifs qu'il a acquis depuis, propriétés, capitaux propres, même la maison de vacances à Malibu. Je veux tout, dis-je. Tout ce qui était à moi avant que je ne l'enterre. Êtes-vous prête pour le combat? Parce que ce ne sera pas silencieux. Il viendra vous chercher avec tout ce qu'il a. Je souris. J'ai passé 15 ans à nettoyer les dégâts des autres. Je n'ai pas peur de la saleté. Plus tard cet après-midi-là, je me suis assise en face de Jessica quand dans un petit café de Venice Beach. C'était une journaliste d'investigation pour le Los Angeles Times, connue pour déterrer la corruption en col blanc. J'attendais cette histoire, dit-elle, les yeux fixés sur le dossier. J'ai essayé de la suivre il y a des années, mais ils l'ont enterrée. Plus maintenant, dis-je. Je lui ai tout expliqué, comment j'étais restée silencieuse, pourquoi j'avais fini de protéger un homme qui avait bâti sa fortune sur des mensonges. Elle a promis une enquête approfondie et pas un mot imprimé avant que chaque détail ne soit vérifié. Cela prendrait des semaines. J'étais prête à attendre. Le 3e jour de silence, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Brandon a appelé, Sophie a envoyé des SMS. Je n'ai pas répondu. Le 4e jour, Sophie attendait devant mon appartement. « Maman », dit-elle en se précipitant vers moi. « Où étais-tu ?
On était mort d'inquiétude. Elle est entrée en trombe dans l'appartement, ses yeux balayant mon petit espace comme si elle ne le reconnaissait pas, ou moi. Tu as juste disparu, dit-elle. Brandon a dit que tu étais parti de sa fête et que tu ne répondais plus à aucun de nos appels. J'ai posé mon sac à main et le dossier sur la table. Quelque chose s'est passé, lui dis-je calmement. Je me suis réveillée. Sophie cligna des yeux. C'est à cause de ce que Brandon a dit. Il ne voulait pas dire. Il voulait dire chaque mot, l'interrompis-je. Et toi aussi, à ta manière, pendant des années. Son visage rougit. Ce n'est pas juste. Non, dis-je. Ce qui n'est pas juste, c'est tout ce que j'ai abandonné pour que vous puissiez réussir, pour ensuite être traité comme une honte. Elle était abasourdie. Je suis restée ferme. Votre père a détruit cette famille, lui dis-je. Je dis juste enfin la vérité. Et pour la première fois, Sophie n'a rien eu à dire. 3 jours plus tard, le Los Angeles Times a publié l'enquête de Jessica Khan. Le titre a frappé fort. Un ancien conseiller financier a caché des millions à son ex-femme pendant le divorce, révèle des documents. Là, dans le 3e paragraphe, se trouvait mon nom, Evelyn Carter, l'ex-femme qui s'était enfin manifestée avec la vérité. L'article était exhaustif, accablant et précis. Jessica avait retracé les comptes cachés, vérifié les transferts et parlé à d'anciens clients qui soupçonnaient d'avoir été fraudés. Il détaillait également comment l'ancien associé de Thomas Carter, Lawrence Worthington, avait porté le chapeau pour des crimes qu'il n'avait pas commis. Les conséquences ont été immédiates. Les clients de Thomas ont commencé à se retirer, la société a publié un communiqué de presse et ses avocats se sont précipités. Ce même matin, mon avocat a appelé. L'équipe juridique de Thomas propose un accord, dit-il. 3 millions et la promesse de faire disparaître discrètement l'affaire. J'ai ri. Dites-leur que je veux la moitié de tout, plus 15 ans de dignité perdue. Ce soir-là, je me suis versé un verre de vin et je suis sorti sur mon petit balcon. Ma ville brillait au loin. Un message de Brandon est arrivé, maman, mon travail est en jeu. S'il te plaît, appelle-moi. Il a été suivi d'un message de Sophie. Les parents de Jacob ne veulent plus organiser la baby shower à cause de l'article. S'il te plaît, nous devons parler. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je suis restée seule dans l'air nocturne, respirant profondément. Pour la première fois depuis des années, ce n'était pas moi qui nettoyais le désordre de quelqu'un d'autre. J'étais au milieu de ma propre vie, et je n'en avais pas honte le moins du monde. La justice avait pris son temps, mais elle était maintenant arrivée, froide, claire et attendue depuis longtemps. Et elle portait mon nom partout. Si cette histoire a résonné en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de retrouver sa voix. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies où le silence prend fin et la vérité commence.